Chers lecteurs, sortez vos éventails et ajustez vos lorgnettes. Un spectacle inattendu s'est offert aux yeux du tout Paris. Un jeune président du RN, prétendument venu des faubourgs de Seine-Saint-Denis, a été vu en charmante compagnie, celle d'une princesse italienne dont le nom ferait pâlir un dictionnaire entier. Voilà qui nous promet de beaux ragots. Mais croyez-le ou non, tout ceci n'est pas qu'un simple caprice mondain. Entre paillettes et stratégie politique, le conte de fées est savamment orchestré et le public, comme toujours, est ravi de se laisser berner. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le mardi 10 février et oui, aujourd'hui, on plonge dans les potins mondains. Alors, inutile de soupirer, je vous entends d'ici, c'est le peuple du canal Instagram qui a tranché. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si le sujet ne vous plaît pas. Mais rassurez-vous toutefois, on ne va pas se transformer en closer à la première occasion. Ici, c'est toujours le média. Et ce qu'on aime, c'est l'analyse politique. Mais faites pas genre que vous aimez pas les potins, parce que cette vidéo a fait jacter la terre entière, ou presque, quand elle est sortie. Jordan, bonsoir. Et oui, nous allons parler de Jordan Bardella et de sa princesse italienne, Maria Carolina de Bourbon et de Sicile, duchesse de Calabre et de Palerme. Rien que ça, un nom à rallonge et des titres en cascade. Mais je précise tout de suite, histoire d'éviter un potentiel emballement monarchiste dans les commentaires, qu'il s'agit aujourd'hui de distinctions purement honorifiques. Ne nous emballons pas. La courte vidéo que vous venez de voir date du 13 janvier dernier, lors de la soirée célébrant les 200 ans du Figaro, excusez du peu. On voit donc ostensiblement le président du RN, Jordan Bardella, et la jeune Aristo quitter l'événement bras dessus, bras dessous, enfin du moins ensemble, et monter dans une voiture. D'ailleurs, ce gros loser ne lui ouvre même pas la porte. Quel vulgaire roturier sans manière. Bref, ces quelques secondes de vidéo ont immédiatement affolé la toile. Tout le monde y est allé de ses spéculations concernant la vie privée de Jordan Bardella, qui a, on le sait, déjà tendance à faire jaser. Le trentenaire se veut particulièrement discret sur la question, ce qui alimente mécaniquement les ragots. Mais tout porte à croire que cette fugace apparition en bonne compagnie de la princesse n'était pas un acte manqué, et même que c'est au contraire un coup de communication savamment maîtrisé. Alors, intéressons-nous d'abord aux protagonistes et honneur aux dames. Maria Carolina de Bourbon de Sicile a 22 ans, c'est l'héritière de la maison royale de Bourbon-Sicile, une cousine éloignée, paraît-il, du roi d'Espagne. Un excellent parti, donc, sur le papier jauni de l'aristocratie européenne. Elle vit entre Paris, Rome et Monaco avec sa famille. Son quotidien, il se résume à enfiler de belles robes et à participer à une flopée d'événements de gros bourgeois auxquels ses parents la traînent avec sa petite sœur Maria Chiara. Voilà, une vie particulièrement harassante, vous en conviendrez. Et d'ailleurs, attardons-nous 2 minutes sur les parents, justement. Alors le père, d'abord, Charles de Bourbon de Sicile, c'est lui le prince. Ses ancêtres au sang bleu ont régné sur une partie de l'Italie jusqu'en 1860, et depuis, plus rien. Autant dire qu'il serait peut-être temps de faire le deuil, mais enfin ça c'est que mon avis. Et puis il y a la mère, Camilla Crociani. Alors elle vaut le détour, très bien née aussi, très riche, d'une famille d'industriels, mais manifestement jamais repue. En 2020, la justice l'a condamnée pour avoir essayé de dépouiller sa propre sœur, main dans la main avec leur mère. Voilà, ça donne le ton. Un petit différend familial quand même évalué à 200 millions d'euros, œuvre d'art non comprise. Oui, c'est pas parce que la photo de famille est jolie qu'on ne plante pas quelques couteaux dans le dos. Camilla Crociani, c'est aussi toute la stratégie financière, on l'a vu, mais aussi de communication de la famille. Alors, on est loin de la discrétion obsessionnelle habituelle des familles dites royales. C'est même tout le contraire. Depuis l'enfance de ses filles, elle les trimballe sur tous les plateaux de télé possibles et imaginables pour les faire connaître. Est-ce qu'il y a des dérapages comme toutes les adolescentes? Alors, parfois, on fait des choses avec nos amis, comme, disons, des bêtises. Alors, qu'est-ce que vous appelez des bêtises? Alors, moi, je m'en souviens qu'à Monaco, on a 2 amis qui sont quand même très proches de nous. Et alors, une fois, on s'était cachés derrière des arbres. À chaque fois qu'il y avait des gens
qui passaient, on faisait bouh, on leur faisait peur. Ah ouais. Mais alors, la maman stratège ne s'est pas ratée en ciblant le public français. Bah oui, vous savez comme on est, on adore faire rouler les têtes couronnées sur les pavés. Mais d'un autre côté, on nourrit aussi une petite fascination un peu malsaine pour la royauté et toutes ces conneries. Demandez à Stéphane Bern, ça fait 40 ans qu'il fait son beurre avec ça. Et ça non plus, ça n'a pas échappé à Camilla. À force de s'acharner, elle a finalement récolté les fruits de son œuvre. Ses filles sont devenues des figures de la jet-set aristocratique, dirons-nous, avec en prime leur petite notoriété sur les réseaux sociaux. Bingo! Tout ce que je viens de vous décrire sur la famille Bourbon des Deux Siciles tranche évidemment diamétralement avec la petite histoire que Jordan Bardella essaie de nous vendre depuis des années. Le récit du jeune issu d'un milieu populaire qui aurait grandi en Seine-Saint-Denis avec sa pauvre maman. Bon, il oublie juste un petit détail, son père qui n'était pas un simple voisin du quartier, mais un dirigeant d'entreprise tout à fait capable de lui offrir une jeunesse confortable et privilégiée. Mais ça gênerait un petit peu la narration héros du peuple, alors on passe rapidement à la suite. Toujours est-il que l'image qu'il met en avant, c'est celle du prolo, voilà, on va pas y aller par quatre chemins, et on sait pourquoi, parce que ça parle à l'électorat populaire du RN, qui se retrouve évidemment dans ce narratif. Bon, après, quand on cherche les points communs entre Bardella et la grande famille d'héritiers italiens, là, il y a aussi quelques points communs, notamment les malversations financières. Voilà, là, ils peuvent se retrouver et discuter. On connaît désormais les détournements auxquels ça donne le RN. Marine Le Pen est d'ailleurs en plein procès en appel en ce moment dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Et du côté de la richissime famille royale italienne, le tableau n'est pas beaucoup plus reluisant. Elle a notamment été épinglée dans les Panama Papers pour avoir discrètement planqué sa fortune de plusieurs centaines de millions d'euros dans des paradis fiscaux. Voilà. Finalement, entre héritage et détournement, il y a peut-être plus de similitudes que Jordan Bardella ne voudrait bien l'avouer. Objectivement, on ne sait pas si l'idylle de Jordan Bardella et Maria Carolina Bourbon des Deux Siciles est bien réelle. D'ailleurs, on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est la petite histoire que ça raconte et surtout les avantages qu'elle peut bien apporter aux uns et aux autres. Pour le président du RN, cette petite apparition fugace tombe à pic. D'abord, elle lui permet de souffler un peu et de mettre à distance les rumeurs d'homophobie qui lui collent aux pieds. Déjà, ça, c'est un petit bonus. Mais surtout, ce rapprochement avec la famille royale italienne lui ouvre des portes et notamment celle d'un nouvel électorat, celui des cathos tradis, tendance un peu royaliste. Ceux-là, le RN, c'est pas vraiment leur tasse de thé. Tout ça, c'est trop prolo, ça manque de culture et de dorure. Eux, soit ils sont fidèles aux républicains depuis des générations, soit ils ont déjà migré, mais chez Zemmour. D'ailleurs, c'est pas un hasard si en ce moment, Bardella s'active tout ce qu'il peut pour se refaire une image notamment plus intello, plus mature. Et croyez-moi, c'est pas pour rien. Je suis jeune, c'est vrai. Je n'y pourrais rien. Je rassure mes détracteurs, c'est un défaut qui passe très vite. Et je fais en réalité à 30 ans ou 31 ans l'année prochaine ce qu'on fait normalement dans la vie à 50 ou 55 ans. Et donc, je n'ai pas le sentiment d'avoir 30 ans dans ma tête. Et cette jeunesse me confère aussi une forme de liberté. Alors surtout qu'une alliance avec la famille Bourbon des Deux Siciles, c'est pas vraiment contre nature idéologiquement pour Bardella. Entre deux mondanités, ses héritiers royaux ne sont pas du genre à bouder la politique, bien au contraire. Preuve en est avec le fameux anniversaire du Figaro où ils étaient invités. Une grande messe mondaine qui a attiré tout le gratin. On y retrouvait pêle-mêle des grands patrons, et notamment Vincent Bolloré, mais aussi des personnalités du monde économique, culturel, intellectuel et bien sûr politique. Emmanuel Macron y était, Nicolas Sarkozy ou François Hollande aussi, ainsi qu'une ribambelle de ministres, qu'ils soient actuels ou recyclés ou passés, enfin bref, tout ce que la République compte de costumes bien repassés était au rendez-vous. Et Figaro oblige, la droite et l'extrême droite y étaient particulièrement bien représentés. Mais le goût de la politique ne s'arrête pas là. La famille royale italienne est également très amie avec Donald Trump. Et il ne s'en cache pas du tout. Entre invitations à Mar-a-Lago, dans la villa Trump, en Floride, et selfies fièrement exhibées sur les réseaux sociaux, les Bourbons des Deux Siciles affichent ouvertement leurs liens, allant même jusqu'à féliciter publiquement leur ami lors de sa
réélection le 6 novembre 2024. Rien donc qui ne choque le président du RN, même si ces derniers temps, les frasques monumentales de Donald Trump ont contraint Jordan Bardella à marquer quelques distances. Ce que nous sert Bardella ici n'a rien d'une jolie histoire romantique ou d'un simple potin people. Au contraire, c'est bel et bien un coup politique parfaitement maîtrisé. Le vrai sujet, ce n'est pas le couple potentiel ou les titres ronflants. Ce qui compte, c'est ce que cette mise en scène raconte. Le jeune leader populiste censé représenter le peuple qui s'immisce soudainement dans les cercles aristocratiques et royaux. Alors cette apparition avec la jeune Maria Carolina est un geste parfaitement calculé, on l'a dit. Grâce à la jeune femme, Bardella se perfuse un peu de sang bleu dans le but de séduire un électorat qui résiste encore au RN, mais qui pourrait bien faire la différence le moment venu, les cathos tradis et autres nostalgiques des têtes couronnées. Une stratégie de séduction qui joue autant sur l'image que sur les réseaux d'influence. Vous conviendrez que c'est quand même particulièrement habile, et ça fait mal de le dire. Alors oui, cette nouvelle alliance aristo éloigne un peu Bardella de son électorat populaire traditionnel. Certains analystes et observateurs y voient même un pari risqué, mais en réalité, je crois que ça fonctionne. Les électeurs du RN restent fidèles quoi qu'il arrive. Contre vents et marées, ils voteront pour leur champion, et on met champion au pluriel, parce que peu importe, Marine, Jordan, les deux feront l'affaire. Peu importe le qui, peu importe le quoi, peu importe comment, ce qui compte, c'est la marque RN. On ne cesse de le répéter dans le récap. Et même quand cette marque est sévèrement entachée ou quand les scandales pleuvent, l'électorat ne sanctionne pas. Au contraire, il semble parfois encore plus solide. Il n'y a qu'à voir le procès en cours de Marine Le Pen. Elle et tous ses petits copains, la FNRN, se sont fait prendre la main dans le sac, condamnés pour avoir tapé dans l'argent public. Et malgré tout, ses électeurs trouvent des excuses et continuent de lui accorder leur confiance aveugle. Alors c'est pas parce que le petit Bardella fricote avec une princesse qu'ils vont se détourner de lui. Permettez-moi même de penser absolument le contraire. Depuis toujours, les contes de fées sont faits pour deux choses, rêver et distraire. Et chez Bardella, ça marche à merveille. Si vous êtes à l'Élysée l'année prochaine, la princesse Maria Carolina de Bourbon de Deux Siciles sera-t-elle la première dame, Jordan Bardella ? Au moment où je vous parle, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle, monsieur Soto. Oui. Par conséquent, et jusqu'à nouvel ordre, ma vie privée m'appartient. Ça, c'est vrai. De la même manière que C'est vrai que vous votre dites vie c'est- privée de journaliste vous appartient. Absolument. Donc il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse et il n'y en aura pas ce matin. Et vous êtes un homme heureux ? On fait une petite pause avant de continuer avec le reste de l'actualité. Si vous aimez le récap et que vous avez envie qu'on discute ensemble, de connaître les coulisses de l'émission ou même de choisir et proposer les sujets, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos. Et d'ailleurs, sans vous, pas de récap. Pas de médias non plus. Depuis plus de 8 ans, notre chaîne télé tient bon en indé, dans un paysage audiovisuel toujours plus concentré et réactionnaire. Chaque jour, nos plus de 25 travailleurs et travailleuses mènent la bataille de l'info. Mais pour tenir, nous avons besoin de vous. Notre antenne, notre histoire, c'est vous qui la faites vivre. Alors aidez-nous à continuer à vous informer. Abonnez-vous aux médias ou faites un don défiscalisé. Toutes les infos sont sur notre site internet. Et n'oubliez pas la dernière info, depuis quelques jours, en plus de Free, Molotov, YouTube et notre site internet, retrouvez notre direct sur la télé d'Orange, canal 235. Ghislaine Maxwell exige la grâce présidentielle pour s'exprimer sur l'affaire Epstein. L'ancienne compagne et complice du prédateur sexuel purge actuellement une peine de 20 ans de prison au Texas. Elle a été auditionnée ce lundi en visio par une commission de la Chambre des représentants. Elle a refusé de témoigner et a invoqué son droit à ne pas s'auto-incriminer, permis par le 5e amendement de la Constitution américaine. Le témoignage de Ghislaine Maxwell est très attendu. Elle a été identifiée comme la principale complice du trafic sexuel de Jeffrey Epstein et même comme la rabatteuse en chef. Depuis la mort d'Epstein, en détention en 2019, on le rappelle, elle est la seule à connaître en détail les faits de sa prédation, notamment l'identité des personnalités impliquées. Mademoiselle Maxwell, étiez-vous une amie proche et une collaboratrice de Jeffrey Epstein? I would like to answer your question.
J'aimerais répondre à votre question, mais sur les conseils de mon avocat, je refuse respectueusement de répondre à cette question et à toute autre question connexe. J'invoque mon droit au silence en vertu du 5e amendement de la Constitution américaine. Son avocat demande donc la grâce présidentielle. Il indique que Trump et Clinton sont innocents et que seul Ghislaine Maxwell permettrait de le démontrer. 5 autres auditions sont prévues dans le cadre de l'affaire Epstein, notamment celle de Bill et Hillary Clinton les 26 et 27 février. En France, les plateformes OnlyFans et Mime sont dans le viseur du Sénat qui s'est penché cet après-midi sur une proposition de loi visant à créer une infraction d'exploitation sexuelle en ligne. Elle serait punie de 7 ans de prison et de 150 000 € d'amende. La plateforme britannique OnlyFans et son concurrent français Mime fonctionnent par abonnement. Les utilisateurs peuvent y acheter des photos et des vidéos personnalisées, notamment à caractère sexuel, mais pas exclusivement. Et depuis le confinement, l'activité de ces plateformes a explosé. La sénatrice LR Marie Mercier, à l'origine de cette proposition de loi, veut quant à elle cibler les managers ou les agents qui proposent aux créateurs et créatrices de contenu de gérer leur profil en échange d'une part de leurs revenus, souvent importante. Ils les placeraient, selon elle, dans une situation de proxénétisme 2.0. Ce texte est dénoncé par certains collectifs de travailleuses du sexe. Ils estiment qu'elle n'a pas été faite en concertation avec les personnes qui exercent et qu'elle risque de les pousser à la clandestinité en travaillant sur des plateformes étrangères. La Poste menace de licencier l'un de ses salariés syndiqués, Éric Dizon, facteur et secrétaire général du syndicat du Nord de la Fédération CGT des activités postales et de télécommunications, a été convoqué par sa direction pour un entretien disciplinaire. Cela fait suite à une déclaration préalable à un CSE dans lequel il dénonçait les conditions de travail pendant les intempéries. Il était présent ce midi sur le plateau de mes confrères du Journal des Luttes. On l'écoute. Nous, ce qu'on pointait dans cette déclaration, c'est la disparité entre les agents, qu'ils soient basés à Maubeuge, à Dunkerque, ou dans l'Oise, ou dans la Somme, ou dans l'Aisne, où les directeurs d'établissement étaient livrés à eux-mêmes en donnant des directives totalement disparates sur l'ensemble des Hauts-de-France, où des endroits, des compteurs étaient mis en place pour que les salariés puissent rattraper les heures, parce que la direction avait envoyé une communication pendant les intempéries. Comme les camions ne pouvaient pas se déplacer et livrer le produit, ils leur ont demandé de rester chez eux. À des endroits, on les a fait revenir sur des RTT, des temps de repos, les samedis. On leur a forcé de faire des heures supplémentaires. Et tout ça dans une totale disparité au niveau des Hauts-de-France, sans aucune concertation avec les organisations syndicales, sans informer le CSE. Cette convocation intervient dans un contexte compliqué à la Poste, avec un manque de personnel, davantage de colis à gérer et à livrer et des conditions de travail dégradées. Le manque de personnel, il est présent. On a beaucoup plus de colis, hein, les gens commandent de plus en plus. On nous demande de plus en plus de choses. On réorganise, on agrandit les secteurs. Et on trouve à travailler dans des conditions déplorables, avec des salaires pitoyables. Moi, j'ai 22 ans d'ancienneté, je touche 1 450 € net. Donc aujourd'hui, dans les conditions qu'on travaille, avec les salaires qu'on a, ça devient très compliqué. Et ce que fait la Poste, c'est qu'elle met la pression aux agents. On a un nouveau directeur qui, à son arrivée, nous a dit que sa lettre de mission était claire. Était de se séparer d'un nombre de personnels et que toutes les personnes en arrêt de longue maladie ou les personnes qui ne suivraient pas les process, et je vais vous citer ces mots ont été s'il faut aller jusque leur lit d'hôpital pour signer moi-même personnellement leur lettre de démission, je le ferai. Et ça, c'est pas tolérable. Et donc aujourd'hui, le climat, c'est un climat de répression, un climat de tension, où on met la tension au niveau des salariés. Éric Dizon a été convoqué à 14h30 cet après-midi par sa direction pour un entretien préalable au licenciement. On vous tiendra évidemment au courant de cette affaire. En France, selon la CGT, plus de 1000 syndiqués ou responsables syndicaux sont soumis actuellement à une procédure ou à des sanctions.
Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas que l'indépendance a un coût, alors si vous avez la possibilité de nous donner un coup de pouce, n'hésitez pas à vous abonner aux médias ou à faire un don défiscalisable sur notre site internet. Vous pouvez aussi, et ça ne coûte rien, parler de nous autour de vous et nous suivre et nous partager sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, en attendant la TNT, retrouvez-nous sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7, ainsi que sur la télé d'Orange, canal 235, pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur Le Média.